3, 2, 1, c'est parti. Merci d'être là. Je suis Ayoub. Je vais présenter aujourd'hui un sujet d'actualité que j'adore vraiment. Et surtout, c'est un sujet de tendance. Et ça parle principalement de l'IA, mais également de l'agilité. Par contre, cette fois-ci, on ne va pas parler en fait comment on va utiliser l'IA pour augmenter notre productivité, ou bien comment l'IA nous fait peur parce qu'il va nous remplacer peut-être. Mais par contre, c'est comment on peut gérer en fait les projets IA en agilité. Et c'est un retour d'expérience que j'ai vécu moi-même dans un grand compte sur lequel en fait je suis basé. Merci infiniment pour les sponsors. C'est grâce à eux qu'on arrive à faire ce type d'initiative. Et merci également à l'équipe Orga de Agilnior. Moi, je viens de Devoteam. Devoteam, c'est un grand compte qui est à l'échelle internationale, qui est également aussi ici à Niort. Donc, on est plus que 10 000 consultants, plus que 25 années d'expérience, avec un focus sur le learning growth de nos collaborateurs. On est vraiment fait tech par la tech, mais on travaille également en agilité. L'agilité en France, ça représente plus que 750 consultants qui interviennent en fait sur des sujets d'agilité. On est vraiment partenaire pour Scaled Agile. On était partenaire également de Agile en Seine. On n'est pas partenaire Agile Niort, mais on est partenaire également d'Agile Lille, parce que moi je viens de Lille, pour information. On est basé à Île-de-France, Lyon, Lille, Nantes, New York, Toulouse et Marseille, j'en passe. Moi je suis Ayoub, je travaille principalement sur la transformation Lean Agile, principalement Agile at Scale, pour des grands comptes, et je suis focus sur la partie data IA. Donc, ces derniers temps, on est super méga bombardé par le ton d'information qu'on a par rapport à l'IA. On a ChatGPT, on a Bard, Gemini, et j'en passe. Et on a également l'initiative des entreprises de se lancer sur ce défi-là. Mais après, en fait, les entreprises, pourquoi ils souhaitent se lancer sur l'IA? Principalement pour avoir en fait un market fit qui est super bien cadré. Mais le problème que se pose rapidement, c'est que la culture de ces décideurs ou bien des stakeholders, qui est rapidement qu'on souhaite se lancer sur ce type en fait, de sujet IA, ils nous donnent en fait la fameuse question, quand est-ce que sera terminé, quand est-ce que sera fini? Et tu dis là, il y a un problème, parce qu'on n'est pas dans le mindset. Travailler sur le software engineering, ça n'a rien à voir avec en fait, les produits d'IA. Je donne en fait un exemple qui est très concret. Nous, on a travaillé sur une solution de forecasting qui va nous permettre, en fait, moi je travaille beaucoup avec les retailers, donc le forecast pour eux, c'est super méga très important. Donc, on aimerait bien avoir le bon produit dans le bon magasin au bon moment et en plus de ça, avec le bon prix. Et pour faire tout ça, en fait, ça nous permet de faire une réduction des coûts de stockage. Soit on a un surstockage, soit on n'a pas de stock et c'est un problème. Soit, en fait, on souhaite améliorer la satisfaction du client parce que quand il rentre au magasin, il va trouver en fait le produit qu'il cherche. Et l'optimisation des commandes, on va également réduire les pertes de vente. Ça veut dire que moi, je suis à Niort, j'ai un magasin, mais j'ai des articles qui ne sont pas vendus au Niort. Par contre, j'ai la demande à Lille. Et c'est un peu dommage, à Lille, il n'y a plus de stock. Et du coup, on doit travailler sur cette intelligence-là. Par contre, en fait, la problématique qui se pose, c'est que la majorité des décideurs, à l'heure actuelle, ils comprennent mal un petit peu la logique de comment gérer les projets d'IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, les projets d'IA sont des projets d'expérimentation, sont purs en R&D, recherche et développement, et non pas des éléments qui sont très factuels en termes de quand est-ce que je vais livrer, la qualité que je vais livrer. Ça, c'est des éléments, ça veut dire que l'incertitude, elle est super méga élevée. Et statistiquement parlant, en fait, en 2019, il y a IBM qui a fait une étude qui dit seulement 13% des CJU d'IA qui sont partis en production, contrairement à 87% qui sont échoués. Et échouer, c'est pas grave en soi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fait en fait l'expérimentation, c'est fail fast and learn fast, et on doit en fait adapter en fait quels sont les points qu'on a mal gérés ou bien qu'on n'a pas pris en compte. Je prends l'exemple en fait de Covid. Le Covid, c'est un très bon exemple parce que le Covid il est là. Ok, on a une problématique, très bien. Comment on va résoudre? On ne sait pas.
Est-ce que c'est lié à pharmaceutique? Est-ce que des injections? Est-ce que c'est seulement un confinement et après il y a rien qui se passe? Mais les entreprises, ils ont pris en fait l'initiative pour mieux gérer en fait ce sujet-là. Ils ont commencé à faire des expérimentations sur des solutions qui pourraient être pérennes. Donc, les sujets en fait d'intelligence artificielle sont principalement des sujets qui sont d'expérimentation et bien sûr, toutes les expérimentations ne réussissent pas. Donc, j'étais en face de deux défis qui sont majeurs. Le premier, c'est par rapport à l'incertitude concernant le temps et la performance des solutions. Et le deuxième point, c'est par rapport aux stakeholders, par rapport aux parties prenantes, par rapport aux personnes qui sont impliquées dans cette démarche-là, parce qu'il y a un problème de communication et un problème de comment on va passer le message. On a pris en fait deux actions qui étaient majeures. La première, c'est expliquer comment fonctionne l'IA, parce qu'on a constaté qu'il y a un problème que les gens ne comprennent pas comment cela fonctionne, parce que le top management, ils s'en foutent royalement des fois de la technologie, ils sont focus business et résultats. Donc on doit expliquer pour comprendre nos enjeux, les points complexes, et à partir de là, on pourra en fait résoudre nos problématiques. Et le deuxième point, c'est par rapport à comment ce type de sujet, il impacte les délais, il impacte le budget, il impacte la performance des projets. On a commencé par le change mindset de ces personnes-là et on a utilisé en fait des formats. Donc on a expliqué c'est quoi l'IA. J'ai fait by persona. Ça veut dire quoi by persona? Ça veut dire le message que j'ai adressé à un CEO, c'est pas le même d'un CFO, c'est pas le même de quelqu'un qui fait seulement le management, c'est pas le même de quelqu'un qui fait de l'infra. Donc ça dépend du groupe persona avec qui on va travailler. On a passé le message adapté à ce type de personnes. Et notre objectif, c'était très simple en fait. C'est quoi et comment un modèle d'apprentissage, ça marche. Et pourquoi l'IA, on ne peut pas l'appliquer dans tout. Parce que des fois, ils disent, oui, mais quand est-ce qu'on va finir ça? Ou bien, on peut faire l'IA en fait pour résoudre ce problème-là? Je suis désolé, non. On ne peut pas appliquer l'IA en fait juste seulement pour appliquer l'IA, mais on applique l'IA parce qu'il y a un besoin que potentiellement la technologie d'IA peut résoudre en fait beaucoup mieux que les autres solutions. Et la data. J'ai une question. Est-ce que l'un de vous a déjà travaillé sur des sujets d'IA? 4, 3, 2, 1, 2 personnes, 3 personnes. Cool. Donc, pour les sujets d'IA, il faut faire un focus, un zoom principalement sur la data. Parce qu'en fait, sans la data, on ne peut pas vraiment résoudre les technologies. Tu peux avoir en fait la super belle idée. Tu peux avoir en fait une problématique vraiment de ouf. Mais si tu n'as pas la data, tu ne peux pas. C'est vraiment la matière première, c'est le cœur en fait de tout ça. Et la différence entre le software engineering et l'intelligence artificielle, c'est deux. C'est ça, c'est la data. C'est qu'on a toujours besoin en fait de la tech, on a toujours besoin d'un besoin business, on a toujours besoin d'une expérience utilisateur derrière, mais en IA, on a besoin toujours en fait de la data, qui est la couche, je peux dire en fait le noyau de tout ça. Et c'est pour ça, en fait, on doit avoir le mindset on doit adopter la problématique d'utilisateur et non pas adopter la solution d'utilisateur. C'est qu'on doit cerner, en fait, du haut et du bas. Du haut, on doit comprendre c'est quoi le core user problem de notre utilisateur, mais en bas, on doit vérifier est-ce qu'on a la data nécessaire. Et si on cerne, en fait, les deux, à ce moment-là, on peut faire sortir en fait un produit qui répond à un besoin bien spécifique. Parce que peut-être je comprends mieux la problématique, mais si je n'ai pas la data, ça ne sert à rien. Et si jamais j'ai la data nécessaire, mais je n'ai pas la problématique, la solution, ça ne sert à rien parce que je n'ai pas la problématique déjà. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Est-ce que je raconte pas de chinois? Clair? Dites yes? Yes. Voilà. Next. On a l'idée, on a le besoin, plutôt, je m'appelle l'idée, parce que l'idée, ça vient d'un besoin. On a le besoin, on a la problématique, mais comment on va gérer ça? On travaille, j'imagine, on travaille tous dans l'agilité, on constate toujours des équipes qui font des MVP d'un an, de 6 mois, de 8 mois, ou bien qui sont des POC de 8 mois, de 12 mois. Mais l'idée, en fait, en agilité, il faut rappeler toujours qu'on est en fait en démarche d'expérimentation. Ça veut dire qu'il faut échouer rapidement pour apprendre rapidement, pour améliorer rapidement, pour sortir rapidement. Il faut travaillé au mindset des hypothèses. Et l'hypothèse, je n'ai pas besoin en fait de tout développer, c'est seulement de vérifier les 3-2
use case que j'ai et voir qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce que ça ne va pas fonctionner et comment il va fonctionner. Et pour ça, ça veut dire si j'échoue en fait dans une hypothèse et je ne continue pas en fait le travail sur cette hypothèse-là, cela me permet de ne pas gaspiller mon budget. Je rentre dans une logique d'un management du budget participatif qui va permettre d'allouer le budget qui était dédié pour ce projet-là aux autres produits. Et à ce moment-là, les autres produits ils peuvent en fait bénéficier de ce budget-là parce qu'on a validé l'hypothèse, parce qu'on a validé la problématique, parce qu'on a la data et on peut s'accélérer sur la qualité, sur l'automatisation, sur d'autres choses. C'est pour ça qu'on s'est inspiré d'un modèle qui vient de Harvard, qui est le IA Business Canva, qui est très génial et qui permet en fait de faire 2 points. Le premier, c'est de cadrer ton sujet et le deux, c'est vraiment, elle va t'aider à mieux connecter ta stratégie par rapport à ce que tu attends. Elle est divisée sur 2. Le premier, c'est principalement pour décrire ce que vous attendez de ce modèle-là. Et le deuxième, c'est principalement pour examiner les spécificités de tes données. Donc, on doit comprendre la prédiction, quel est le jugement qu'on va avoir, quelles sont les actions qu'on va faire, et on parle principalement de outcomes. C'est ça le plus important. Et bien sûr, les modèles IA sont des modèles qui sont itératifs et incrémentaux et qui s'entraînent en fait dans une boucle infinie. On doit avoir en fait la data qu'on a besoin, les inputs de ces data-là et le feedback pour améliorer en fait notre modèle parce que c'est grâce à l'amélioration, on pourrait avoir un modèle de qualité qui répond vraiment à un besoin bien spécifique. Je pense que je suis très vite dans mon slide, mais c'est comme ça. Donc, on a mis en place le budget participatif. Parce que nous, juste pour vous expliquer, on était dans un domaine avec on était dans une plateforme avec des domaines et ces domaines-là, ils sont cross-fonctionnels. Ça veut dire que, comme l'expliquait Pablo, on a beaucoup de dépendances et pour gérer les dépendances, c'était pas facile, mais on a essayé de créer des value streams qui permettent de répondre ou bien de livrer de la valeur de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Et ces value streams, ils répondent à un seul ou bien plusieurs valeurs. Et ces valeurs-là, elles ont un budget. Ça veut dire que nous, on ne finance pas des projets, on ne finance pas des produits, on finance en fait des value streams qui apportent de la valeur. Et au sein de cette value stream, il est vraiment très autonome sur comment il va gérer leur budget. Ça veut dire que moi, je suis une value stream, j'ai des projets qui sont IA et d'autres qui ne sont pas IA. Bah, moi, en tant que responsable de la value stream, je suis conscient de comment ces équipes-là elles réagissent entre eux, parce que nous, on a un cercle de dépendance qui est vraiment très fermé, très faible, et que ça nous permet de mieux gérer notre budget. Et qui dit mieux gérer le budget, ça veut dire qu'on peut se permettre de faire beaucoup d'expérimentation et d'hypothèses et de validation de ce qu'on souhaite mettre en place, ou bien de mettre un focus sur la qualité, sur l'accélération, sur l'automatisation. Le 1VD, est-ce que vous connaissez le 1VD? C'est très bien, c'est pas grave, c'est le moment, en fait, nous, on s'est basé sur le 1VD, Minimal Viable Data. On est toujours, en fait, MVP, MMP, et j'en passe. Mais là, il y a, en fait, le 1VD. Ça veut dire que on a une problématique, on a une hypothèse. Le troisième point qu'on doit vérifier, c'est le Minimum Viable Data. Est-ce que j'ai le minimum de la data sur laquelle je veux me baser pour répondre à mon besoin? Moi, en tant que coach agile, je m'adresse à ça. C'est parmi mes checklists qu'on souhaitait se lancer en fait dans ce framework agile ou bien dans cette partie de validation d'hypothèses. Et cela, ça me permet par exemple, nous, on souhaite travailler sur un sujet de pricing. Ça veut dire que je vais définir en fait le prix de mes articles à l'échelle internationale. Je ne commence pas avec l'international, je commence avec un périmètre. Je commence par le nord, par la ville de Lille. Je vais vérifier est-ce que j'ai la data de Lille, est-ce que j'ai les magasins de Lille, est-ce que j'ai la data des comptes de mes clients de Lille, de mes potentiels clients à Lille, de la météo de Lille, et j'en passe. Donc si j'ai la data là, je me permets de faire l'hypothèse et la validation de mon besoin. Et si j'arrive à valider ça et réussir mon modèle, et je vois que cela il répond à mon besoin, j'en passe et j'ouvre, par exemple, dans tout le Nord. Après, je passe à Paris. Après, je passe à l'échelle nationale et internationale, et ainsi de suite. Ça veut dire que tu veux lancer un sujet, toi, tu es un coach, il y a une équipe qui veut se lancer, je dois l'accompagner sur cette logique-là.
hypothèse, budget, data. La place de l'équipe dans l'IA, ce qui était cité par Pablo tout à l'heure, et je suis d'accord en face, je m'en fiche royalement du framework utilisé, je m'en fiche royalement de agilité par agilité. Ce qui compte principalement, c'est l'alignement organisationnel et technique, principalement AFRA en place entre les BU. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un alignement entre les équipes dans ma petite value stream ou bien à l'échelle de l'organisation en global. Et c'est ça, en fait, qui va permettre, en fait, de faire quoi? Si j'ai un alignement, qu'est-ce qu'on gagne? Vitesse. Vitesse, c'est dû à quoi? Très bien. C'est la prise de décision rapide. C'est ça ce qui compte. C'est que j'ai un alignement, je comprends parfaitement, donc je prends la décision rapidement. Ce qui traîne en fait, c'est cost of delay. Hein. C'est ça qui coûte trop cher. Des fois, on dit, on prend le lead time, on prend le framing time, on prend le time to market, et ainsi de suite. Mais en fait, la prise de décision, c'est très important. Et on doit accélérer la prise de décision. C'est pour ça, en fait, la place de l'équipe de l'IA, c'est, à mon avis, nous, on avait en fait un lab IA. Mais ce lab IA, il est en connexion avec ces équipes qui sont dans les value streams. Et l'agilité, ce qu'on a gagné. Alors, avec les stakeholders, on a mis des challenges. On a dit, en fait, on a donné en fait des promesses. C'est que grâce à l'agilité, et c'est les promesses également de l'agilité, on serait capable de s'adapter aux changements parce qu'on est toujours dans une logique de RID, NID. Donc, on doit vraiment s'adapter aux changements. On doit avoir des itérations rapides parce que j'ai de la data aujourd'hui pour ce sprint ou bien pour cette itération. Donc, automatiquement, si j'ai quelque chose qui cloche dans ces data et n'est pas qualitatif, ou bien j'ai des fichiers qui ne sont pas conformes, ou bien j'ai des nettoyages à faire et tout ça, automatiquement, je rattrape rapidement pour améliorer ça. On a une communication continue intra-équipe, mais également avec les stakeholders. Il ne faut pas oublier également que les personnes qui remplissent la data sont également impliquées, et j'en reviens par la suite. On gère bien en fait le risque tout simplement parce que je connais très bien en fait mes périmètres et je ne prends pas les grandes promesses et je ne perds pas assez de temps et d'argent. Un engagement de l'équipe parce qu'il y a le why de sur quoi on travaille. On est très serré on est très bien cadré sur quoi on va travailler, qu'est-ce qui est attendu parce que l'itération elle est super rapide, la communication elle est là, la gestion des risques, donc l'équipe elle est super méga engagée par rapport à ça. On essaie de livrer en continu de la valeur et non pas attendre jusqu'à 3-4 mois pour livrer en fait un MVP et après ça devient obsolète. Et j'en passe. What else? Ce qu'on a mis en place, parce que je reviens dans mon autre contexte, retail. Qui dit retail, ça veut dire qu'il y a un grand compte. Un grand compte, on a des magasins, mais on a également des warehousing. Donc, dans ces entrepôts-là, il y a de la data qui rentre et qui sort. Donc nous, on est consommateurs de la data. Automatiquement, on doit en mesure de mieux comprendre les contextes. C'est pour ça qu'on s'est inspiré de Gimbo Walk pour aller mieux comprendre le contexte. Ça veut dire qu'on s'est déplacé avec mon équipe dans les magasins. On a passé en fait des journées avec eux. On s'est déplacé dans les entrepôts pour mieux comprendre en fait les enjeux, comment ils travaillent, quelles sont leurs problématiques, comment ils remplissent de la data. Est-ce qu'ils comprennent s'ils mettent de la data qui est fausse, par exemple, au lieu de 10, il va faire 100, ou bien de 100, il va faire 1. Est-ce que ça nous impacte? Comment va ça nous impacter? Comment ça va impacter également l'utilisateur final, principalement les magasiniers ou bien les customers? Donc, on a mis tout ça pour comprendre le contexte, pour collecter de la data qui est précise, pour identifier les variables importantes, pour valider des modèles, parce que des fois, on sort un modèle, mais on doit les valider avec eux sur place. Et également, ça permet d'avoir un engagement de l'équipe. Ça veut dire que je gère mon équipe, j'accompagne mon équipe, mais j'accompagne également les autres personnes avec qui j'ai une dépendance, parce que sans eux, ça ne permet pas d'avoir en fait une data de quali. Et bien sûr, on était dans une approche d'amélioration continue et d'amélioration de la communication entre nous. Agile Framework. Donc, on a adopté en fait un mindset qui est agile et on n'adoptait pas en fait un framework bien précis, un Scrum ou bien un Kanban ou bien X. On a fait en fait un flux qui est Kanban board qui permet en fait d'avoir 6 étapes très simples: le data backlog, le processing, le modeling, le training, le testing, le done. Le data backlog, c'est pour mettre en attente l'ensemble des données qu'on va utiliser. Secondo, processing, c'est le temps consacré à la préparation, à le nettoyage de ces datas-là. Bien sûr, on reste toujours sur le MVD. Le modeling, c'est la création de valeur par rapport au modèle. On va entraîner notre modèle
et réentraîner pour répondre à notre besoin. Et on doit le tester et après il donne. Ça, c'est un workflow qui permet de dire la différenciation entre une équipe qui travaille sur le software engineering et celle qui travaille sur l'IA. Ça veut dire que ici, vous voyez pour le premier une équipe de produits classique. Elle travaille simultanément sur la construction du produit. Par contre, si on travaille sur la partie data, on est plus en fait sur identification de problèmes. On a le data sourcing et data preparation. J'ai deux typologies de profils. Ça marche? OK. J'ai deux typologies de profils qui peuvent faire ça, soit un data engineer, soit un data scientist, et peuvent faire en fait le sourcing et les preparations. Ça veut dire j'ai une équipe qui est cross-fonctionnelle. Et également pour le déploiement, soit un data engineer qui s'occupe de ça, ou bien soit j'ai un software engineer que je vais mettre en fait en data scientist. Moi, je suis très convaincu que ça sera intéressant d'avoir une équipe qui est cross-fonctionnelle, qui contient en fait toutes les compétences nécessaires, et non pas en fait j'ai des rôles, j'ai quelqu'un de front, quelqu'un de back, quelqu'un de testing, quelqu'un de, je sais pas, de design. C'est une équipe qui est cross-fonctionnelle, ça veut dire, il y a mon T-Shipet, j'ai une compétence qui est principale, c'est la data engineering par exemple, mais j'ai une compétence qui est secondaire. Je peux vous aider sur la partie nettoyage, sur la préparation, sur l'identification de besoins. Si jamais j'ai des personnes, des imprévus, quelqu'un qui quitte, quelqu'un qui tombe malade et tout ça, je ne serai jamais bloqué. J'ai une équipe qui est cross-fonctionnelle. On a adopté en fait le fameux dual track par le triple track. Comme vous saviez, sur le mode normal, on avait en fait la partie discovery et la delivery. Ça veut dire je dois faire le discovery et en parallèle je commence à faire le delivery. Mais le triple track, ça nous permet en fait de discovery, comprendre les problématiques, les identifier. Ensuite, data track, vérifier, rassembler, qualifier la data. Et le troisième, c'est delivery track, c'est l'ensemble des données qui sont collectées, sont utilisées pour répondre à un besoin. Et ce sont des éléments qui partent en fait ensemble. Ça veut dire je ne dois pas attendre de finir le discovery pour aller faire la data pour faire le delivery, mais c'est en parallèle. Je suis en train de faire mon discovery, je suis en train de voir en fait la data que j'ai, et si j'ai la data, si la data il est bien calée, je commence en fait mon delivery et ainsi de suite. Comment on priorise? C'est très simple, c'est complexité par rapport aux bénéfices que je vais avoir. Est-ce que c'est très complexe et apporte de la valeur? Est-ce que c'est moins complexe et apporte de la valeur? Est-ce que c'est très complexe et apporte pas de la valeur? Et est-ce qu'il n'est pas complexe et est-ce que c'est pas complexe et apporte pas de la valeur? Pourquoi? Parce qu'il y a une étude qui a été faite qui dit que 12% des fonctionnalités complexes apportent la même valeur par rapport aux moins complexes. Ça veut dire qu'on a choisi des features ou bien des items qui sont très complexes et au final, ils apportent en fait la même valeur d'autres items ou bien d'autres features qui ne sont pas complexes mais apportent la même valeur. Et si on prend cet exemple, en fait, si on constate qu'on a la plus 12% des fonctionnalités complexes apportent la même valeur par rapport aux moins complexes, vous tirez quoi comme leçon? Qu'est-ce qu'on améliore si on arrive à faire sortir les tickets qui sont moins complexes et qui apportent la valeur par rapport à ceux qui sont complexes et qui apportent la même valeur? 4, 3, 2, 1, c'est parti, c'est le time to market. Ça veut dire que en fait, je livre rapidement. Et puisque je livre rapidement, automatiquement, l'utilisateur il teste rapidement et je reçois en fait leur feedback. Et l'un des promesses de l'agilité, c'est apporter de la valeur rapidement. Et c'est ça l'enjeu en fait des entreprises aujourd'hui, c'est le market fit, c'est que demain, j'ai deux banques, une banque qui se lance en fait dans le marché avec une nouvelle feature qui est juste l'IA qui permet de mieux gérer en fait mon budget rapidement par rapport à mes dépenses, par rapport à mon insight et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui va prendre automatiquement une part de marché que quelqu'un qui va arriver après 6 mois. Et c'est normal. La différence également entre comment nous on aperçoit en agilité le product life cycle et EF flywheel effect, ça veut dire en fait dans le product life cycle, on a un temps d'introduction, après on commence à avoir un peu de growth, de scaling, après on a une maturité et ça décline pas finalement, mais des fois, soit le produit devient obsolète, soit on doit ajouter certains features qui permettent en fait de renourrir ce produit-là. Par contre, en IA, on avait en fait
dans un flywheel, en fait, tout simplement parce qu'on a de la data. Puisqu'on a de la data, on est dans la mesure de faire de la prédiction. Si on fait de la bonne prédiction, automatiquement, on va avoir du user. Si on a plus d'users qui vont tester, on va avoir de trafic. Si on a de trafic, automatiquement, on va revoir en fait de la data parce qu'on a des utilisateurs qui ont utilisé ça. Et si on a plus de la data, on va automatiquement faire plus de la prédiction ou bien corriger notre prédiction, et ainsi de suite. Et ça ne s'arrête jamais parce que c'est comme ça comment ça marche. Je prends un exemple qui est très simple. Vous utilisez tous Waze. Waze il y a 5 ans, ce n'est pas Waze d'aujourd'hui en termes de précision, en termes de proposition, en termes en fait, de ce qu'il propose comme valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a beaucoup de personnes qui font en fait, des feedbacks, il y a beaucoup de personnes qui font en fait, des propositions d'amélioration, et c'est grâce à ça en fait, ils améliorent leur prédiction. La même chose pour ChatGPT. Aujourd'hui, on a ChatGPT 4. En termes de rapidité et compréhension de prompt, ce n'est pas la même pour le 3.5, j'imagine, parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même base, parce qu'il y a d'autres inputs qui rentrent. Finalement, je pense que pour construire une fondation solide pour l'innovation avec l'IA et l'agilité, il y en a 4 étapes, c'est Data and IA Acculturation and Agile Mindset. On doit avoir une data collection et infrastructure. On doit faire en fait data analytics et scientists, et après on va faire l'IA. Les organisations, elles veulent faire en fait des solutions de l'IA et de la data, mais elles manquent en fait de la culture de la donnée, la culture de comment gérer, et principalement elles sont un peu fermées d'accepter de ne pas avoir en fait des dates fixes, ou bien d'accepter de ne pas continuer sur des hypothèses. Pourquoi? Parce qu'ils disent on a investi de l'argent, il y a le bien connectif derrière. Mais c'est ça notre rôle, nous, en tant que coach agile. Il faut accepter en fait le risque que l'organisation doit avoir les éléments corrects en place avant d'investir dans un produit IA. Ça veut dire, si la tendance, aujourd'hui tout le monde part de ChatGPT, on peut prendre le noyau, on peut lancer ça. Non, on doit vérifier déjà en fait, est-ce qu'on a les fondamentaux, est-ce qu'on a les couches. Et si on a tout ça, à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante. Il est important d'évaluer aussi votre organisation de l'hierarchie de besoins par rapport à tout cela. Est-ce que tu dois avoir en fait l'acculturation? Est-ce que tu as déjà l'acculturation, l'agile mindset, et tu commences avec la data collection infrastructure, et tu dois se statuer pour prendre en place ou bien mettre en place les actions qui sont adaptées. Et finalement, il faut toujours commencer par les petites victoires. Et ne pas commencer très gros, ça veut dire prendre un petit périmètre avec une équipe qui est mature, avec un sujet qui est pas très sensible, qui permet en fait d'avoir le terrain nécessaire pour fail fast and learn fast et livrer rapidement ce que tu aimerais faire. Et je pense que j'étais super méga très rapide par rapport à le temps prévu, mais autant pour moi parce que je dois rentrer à Lille à 11h, donc ça tombe bien. That's all for me. Ayoub Boussalama, je suis un coach agile à scale chez Devoteam et je suis très focus sur le data IA et je suis à votre disposition. Merci.